Alors, j'en profite peut-être pour les personnes ici présentes, donc Simonet, je vais parler en français, qui ne connaissent pas le groupe de recherche Arcane. Donc, c'est un groupe de recherche qui a été fondé il y a quelques années, en 2019-2020, en lien avec une subvention CRSH obtenue par René Bourassa. Et je participe avec Samuel Sionecki de l'Université Paris 8, Jean-Marc Larue de l'Université de Montréal et René Bourassa de l'Université Laval. Je participe à ce projet qui a organisé trois ou quatre sessions de séminaires, essentiellement en ligne, pour permettre justement cette collaboration internationale. Et nos thèmes d'études portent essentiellement sur la désinformation, la manipulation des sens et la tromperie à l'ère de la post-vérité, en articulant en fait des travaux et des réflexions issus de ce que Jean-Marc appelle les arts trompeurs. C'est le domaine de la fiction essentiellement. Donc on s'intéresse beaucoup au théâtre, à la littérature, mais aussi aux médias, et articuler donc des réflexions relatives à ce domaine des arts trompeurs avec, on va dire, les sciences, les sciences humaines, la sociologie, l'économie politique. Donc, il s'agit d'établir une sorte de corrélation, de croisement des stratégies, des manipulations de tromperie et d'essence d'un domaine à l'autre. C'est la raison pour laquelle on réunit des chercheurs issus vraiment de plusieurs disciplines, comme par exemple aujourd'hui, on est très heureux d'avoir vos deux présentations. Et je vois que l'heure tourne. Alors, Let's euh, go. je pense qu'on peut quand même essayer de se lancer. Alors, si Simone Natale est professeur associé in Media Theory and History à l'Université de Turin, rédacteur en chef de la revue Media, Culture and Society. Il est l'auteur de deux monographies, dont la plus récente est Deceitful Media, Artificial Intelligence and Social Life After the Turing Test, ainsi que de nombreux articles dans des revues telles que New Media and Society, Journal of Communication, Communication Theory and Information et Communication and Society. Il a enseigné et fait de recherche à l'Université Columbia aux États-Unis, à l'Université Concordia de Montréal, à l'Université Humboldt et à l'Université de Cologne en Allemagne, ainsi qu'à l'Université Loughborough au Royaume-Uni. Ses recherches ont été financées par des institutions internationales telles que l'Arts and Humanities Research Council et l'Economic and Social Research Council, la Fondation Humboldt et l'Académie italienne de l'Université de Columbia. C'est bon? Alors, Simonet, c'est à toi. Tu as une trentaine de minutes et je vais donc surveiller la montre. Merci beaucoup. Je vais ouvrir ma présentation. Bien, je voulais remercier pour l'invitation. Comme Fabienne a dit, j'ai vécu à Montréal il y a entre 2009 et 2013. Donc, et aussi, j'ai participé dans les activités du projet Les Arts Trompeurs il y a de quelques temps. Donc, c'est vraiment la sensation de retourner. Donc, c'est très joli ça. Donc, I will start my presentation in English, and this presentation is about artificial intelligence, but I will start with something that at first glance doesn't have much to do with artificial intelligence, which is the emergence of spiritualism, the beliefs in communication with the spirits in the 19th century. This was based on the belief that people could join seances, spiritualist seances, and connect and start communication with the beyond, with the other world. So such was in the middle of the 19th century. Such was the significance that this movement attracted. So the attention that attracted in the public sphere that one of the the most important scientists of the time, Michael Faraday, decided in 1853-54 to dedicate significant investigations on the phenomena of spiritualism. Many believe that Faraday was the right person to do that because he was an expert in electricity and magnetism, and it was the opinion of many that behind these phenomena observed at seances, there was electricity and magnetism.
However, the investigation by Faraday led to a very different outcome. At the end of his investigation, he concluded that it wasn't such external forces like electricity or even the agency of the dead to make the phenomena of spiritualism. It was instead the people who participated in seances. In his conclusion, he argued that the movements of the seance table and the other physical manifestations observed at seances were produced by sitters unconsciously for a willingness to see something happen, or sometimes consciously for fraud. So in other words, according to Faraday, it wasn't the spirits of the dead who were making spiritualism, but it was the people. So we, the humans, who were doing that, the living, yeah, let's say. So I started with this example because I think that we should do for artificial intelligence a similar thing as what Faraday did for spiritualist seances. Like Faraday, moved the attention from external forces that would create this manifestation to the role of the people doing the seances. We also have to consider not just what the technology does, but also, and sometimes also, especially how we react to the technology and how our reactions is part of what makes the functioning and the implication of this technology. And in particular, and this is related to the topic of Arcane seminar, in particular, I will focus on the issue of deception and how people's liability to be deceived is mobilized by these technologies and integrated into the very functioning of these technologies. So to start, it can be useful to show what is the approach that I use for considering the relationship between media and deception. So to look also at the history of media before also the digital media. So, well, deception is central to media technologies, but with this statement, I do not mean to suggest that like conspiracy theories, yeah, that media are manipulating us and so on. Yeah, that's not the point. The point is that media are built to adapt to our senses and intellect, and one of the ways in which this happens is through the activation of mundane, normalized forms of deception by which physiological and psychological aspects of how we perceive and navigate the world are exploited to achieve aesthetic or functional effects. I mean functional effect because they're really functional to the working, to the normal working of media. For this, in this sense, I proposed the concept of banal deception. Well, on the one side, so deception usually is used as a negative term, but deception can also be something that is more normalized and banal. On this, I draw on research in areas such as cognitive sciences that have argued that deception is ingrained and inseparable from perception. So it's not opposed to perception, but it's part of our perception. And for this reason, media incorporate deception in its functioning. I can make an example that actually is taken from a book by Mark Russell, a philosopher who so explored this normalized approach to deception. So let us imagine that we are walking in the wood, yeah, and at a certain moment we see on our side an animal, yeah. We turn and we realize that there is no animal there. It's just a tree with a strange shape. Yeah, we were deceived, but the same features, same things that made us deceive would have helped us identify a potential danger.
And in fact, our evolution has shaped our perception so that we can see more easily, for instance, shapes such as a face, because this has an evolutionary advantage. Yeah? This is part of our perception. It's not something that is opposed or so goes beyond what is the functioning of our perception. We can see how this normalized dimension of deception is integrated within media technology in history. For instance, cinema was the result, the invention of cinema was the result of decades of studies about the functioning of human perceptions. It was built against and for the characteristic of human sensoria. And this deception, it's actually what makes it possible for us to enjoy the cinematic spectacle. It's not something that, of course, deceive us in a malicious way, but it's something that helps cinema work as it is. Another example is sound media. Scholars such as Jonathan Stern has shown that sound recording emerged in the second half of the 19th century from studies about human hearing. The point was not to reproduce sound as physical sound, but sound as it is perceived from our ears. And for this reason, frequencies, sound frequencies that were outside what we can hear, what the human ear can hear, were left aside because it was incorporated, it was created in the shape of human senses and intellect. Sometimes this became, took very literal forms. For instance, one of the early devices to record graphically sound, Alexander Graham Bell's phonautograph, incorporated anatomical part, such as part of a ear and a skull of a dead man, to record graphically sound. Yeah, so literally the medium was made in the shape of our senses, so that it could work for our senses. So after this introduction to the frame of the that's of banal deception and relationship with media, let us see how these play out for deception. And we introduce in this sense one of actually was something that has been is also the topic of this session, which is the Turing test. So the Turing test was proposed in a text in an article by Alan Turing in 1950. In this article, Turing starts with a question: can machines think? Yeah? But then in the following lines, he does something that is quite unusual. He dismisses the very question he started with. He says, well, it doesn't make sense to ask actually if machines can think, because we cannot find an agreement on what thinking means. And so he proposes an alternative to this question. The alternative is the imitation game, or now so more often called Turing test, where we have an interrogator here with the letter C, who enters in communication with someone or something. C doesn't know who is or she's speaking with, and only from the conversation he or she is having with this other has to find out if it's a human or if it's a computer. If the computer convinces C, so deceives C into believing it is a human, then it will have passed the Turing test. So basically, the Turing test is a test about deception. So the computer, as mentioned, passes the test if it can deceive the human interrogator. So one of the implications of this test is that AI cannot be defined in absolute terms. In fact, Turing dismisses the question about machines thinking. Yeah? It can only be determined in relational terms, in the terms of how people project and attribute intelligence to the machine. So in this sense, Turing was a bit really like Faraday. Yeah, exactly like Faraday moved the attention from external forces to the humans who were participating in seances. Turing put humans at the very centers of the definition that he was proposing of AI. It is the humans who evaluate and decide the threshold for artificial intelligence. There is, however,
a limitation, so to say, in how the Turing test approaches the topic of deception. Why? Because the Turing test poses the choice in a binary fashion. Yeah, you have to decide if it's a human or a computer. This does not fit well with usual interaction with AI. When we use ChatGPT or Siri or Alexa, we don't have to decide if it's a human or computer. We know it's a software. So something different happens, and to see what happens in this more mundane, more everyday interaction with AI, we can take up another example from the history of AI, which is the introduction of the first chatbot in history, ELIZA, created by the computer scientist Joseph Weizenbaum in 1964-66. So at the time, so it was really the first decades after the emergence of computers, computer power was quite limited. And also the sophistication of software was still much to be developed. Yeah. So actually, Weizenbaum had little means to create a talking machine, so to say, a chatbot, so a conversational agent able to entertain a conversation. However, he had a quite interesting intuition. So he realized that in our conversations, what makes an interlocutor credible is not only the content of this communication, but it's also the identity, the role that we attribute to this interlocutor. Yeah. So he created a chatbot, Eliza, that was taking up the role of a psychotherapist. Why a psychotherapist? Because he thought that a psychotherapist could add relatively little to the conversation and still sound credible. Yeah. So, for instance, if someone would have mentioned his or her mother, the chatbot could just say, "Tell me more about your mother." In the context in the frame of a psychotherapy session, this could be credible, even if it added very little to the conversation itself. Weizenbaum did not want to deceive users. Actually, his idea was to create something that could, to some extent, trick users, but only temporarily until its inner workings were revealed. As he wrote in the paper where he presented ELIZA, he believed that, quote, once a particular program is a must, once its inner workings are explained in language sufficiently plain to induce understanding, its magic crumbles away. So the idea was that yeah, people will see, oh, so we'll see this as magic, yeah. But then explaining how it works will so make this magic go away, yeah, and actually would improve people's understanding of how computer work, yeah. However, things went in a different way, as Weizenbaum described. And in this sense, banal deception enters in this story. There is a famous anecdote that Weizenbaum himself told some years later. So he told the fact that his secretary was a person who knew very well how Eliza worked. One day asked Weizenbaum to go out of the room because she wanted to tell something private to the chatbot, to Eliza. Yeah, and this really uh, it was really a big surprise for Weitzman because so he had thought that someone would know that Eliza just a kind of programming trick would not be interested in engaging in the conversation. Yeah, so he understood that it wasn't so easy to make magic crumble away from this technology. Some later tried to make sense of what happened there. For instance, Sherry Turkle argued that Eliza was fascinating not only because it was lifelike, but because it made people aware of their own desires to breathe life into a machine. So people actually weren't trying to unveil the fact that this was just a program and it didn't work. They were trying in a way to make it work for them because they enjoyed in somehow the experience of trying to conversate with to having a conversation with a machine. And in this sense, we can try to distinguish between what the term strong deception and banal deception for AI.
In strong deception, we have users that exchange a machine for a human. This happens, for instance, at Turing test. Sometimes it happens also with the bots on social media and in other areas. But then there is the other kind of deception, which is much more often in AI, and actually, arguably, it is integral to the functioning of AI. When users communicate with machines, they are aware to be talking with a machine, yet they still project social meanings and framing into the conversation that they have developed in their everyday conversation with humans. So they bring their the patterns and the stereotypes of their communication. So let us see how these two dimensions of deception play out in artificial intelligence today. Let us take the example of large language models such as ChatGPT. So we see that there is an example of strong deception. A famous case was this engineer working for Google, Blake Lemoine, who a couple of years ago argued with the press that the large language model, so a technology similar to ChatGPT, it was experimented, it was testing, had, according to him, taken a life. He had reached sentience. Yeah. Although Google told him that this was not the case, it was just a machine that manipulated numbers and text. He professed to believe in any case in this. Yeah. We also have, however, a lot of examples. Large language model also integrate banal deception, and this is much more something much more apparent even in everyday conversation. So users show to understand perfectly well that like ChatGPT is just a software, but as by the definition of banal deception, they still apply these social frameworks and meaning. Example of this, well, for instance, a design choice that seems quite banal, quite unimportant, such as the first person pronoun, has a very significant implication, as the research has shown in the conversation. It brings a certain projection from users. Another example is the tone that is given. Yeah, large language model are a technology that can be applied in very different areas. Yeah, for instance, with ChatGPT, the way it's the tone of the conversation is intended to create an impression of authority, relative objectivity. In other cases, the same technologies is used to achieve something very different. For instance, to have a very informal kind of a conversation, and even like an affective conversation, as in companion chat. Other example is the visualization of words and sentences. So these are made, for instance, that so that the words appear in succession, not not following how the computer code produces them, but trying to mimic how we type, no, and how we so the succession of concept. Also, this mimicking, something that is human behavior. Another example is memory. So we have the impression that ChatGPT has memory because ChatGPT remembers, so to say, what has been said before in the conversation. Actually, every time that it pulls out one new token, one new word, it analyzes everything that has been said before, and on this basis creates the new word. So it doesn't remember it every time. It has to analyze everything to produce the new guess, the new word that it guesses. Yeah. So it is very different from memory, but for us it gives the impression of memory, because memory is something that we are familiar with. So these are examples of how this banal deception is used also in a way that, so arguably, is functional to making ChatGPT more useful to us. Yeah, there are of course also some more complicated issues where banal deception is involved,
but in ways that are much more problematic. Although one example is companionship chatbots like Replica. Yeah, here, so the same technology of ChatGPT is used to create the impression of a social conversation and even like a romantic or erotic conversation. There is already quite significant body of research that has been done on Replica. An interesting study, for instance, has been made by Scuve and others. They did interviews with users of Replica over a period of time. Some of these users said, I quote, that they liked Replica because, quote, he's always there, but he is not a yes man. He has his own personality. He is like a friend. He really is. He has his concerns, but he's also concerned in our relationship. He cares, unquote. Another said, quote, I kind of got to know a person, who had a past, and the past has affected who he is now. Because he, Replica, had a difficult past. So he has some issues due to that, which is really interesting, and that affect the way he is sometimes. So what does it mean the replica has a past? Of course, this software doesn't have a past, but it can be programmed to argue that it has a past. Yeah, and why? Why did the program replica in this direction? Because we know that when we get to know someone, if this person doesn't share anything about herself or about himself, we are more hesitant to trust and to get more deeper in the relationship with this person. Yeah, so they understand the importance of creating this kind of past of this person that the replica, that their avatar can reveal to the user. Yeah. So here we have like a much more complicated situation because users, as a lot of interviews and studies show, are know that they are talking with software, know that the software is not capable of emotion, or at least it shouldn't. But at the same time, they develop what they feel is a very deep relationship with this technology. And an important dimension is this of this, as the example of the past of replica shows. So exactly like strong deception can be orchestrated, can be uh, manipulated, by someone who wants to pass an AI for human. Think, for instance, in a financial fraud or social bots for useful propaganda, for disinformation, and so on. Also, banal deception can be anticipated and programmed by developers, designers, and companies, exploiting our people's liability to be deceived, which, as seen, is something that is integral to our perception, to what we are as humans, to create effects that can be useful. In some cases, these effects are useful to the user, like in ChatGPT. In the case of Replica, where of course the business model is to convince the users to have to engage more and more with Replica, so that they will buy a subscription. This is more complicated. It's important in this case to assess when banal deception brings benefit and when it might bring also harm or risk to users. So in conclusion, so the dynamics that I showed today bring to some important implications. So first, this deception, which I term as banal deception, is not something that happens when something is not working, like when, for instance, someone starts to believe there is a human instead of a computer, or it has reached consciousness, general AI, and so on. Yeah? It's something that is really more integral to communicative AI, to AI that enters in communication with the user. This is part of the working of AI in the same way as circuits, data, and software that make AI run is part of that. Second implication is that it is even more important to develop an informed and skeptical approach to AI and to
technologies that create an appearance of society, such as replica. So the capacity to develop the means to help people to develop this skepticism will be central also to the implication of these technologies in the next years. Third, one key challenge here will be to navigate the boundaries between so-called banal and strong deception. See, for instance, in the case of artificial society, where the two things really blur with each other. In fact, we could say that it's not that these are the strong and banal deception are a binary opposition, but they're more like a continuum with different degrees. And in many cases, something that is banal deception can actually become a deception in its own right. Yeah. So although banal deception can sometimes be also contribute to the interaction, sometimes can also be risky and dangerous. And it is for this reason that we have to follow the suggestion that the example of Faraday gave us, so that to not to focus on external issues such as how the machine work, but instead to focus on how people react and what are the ways in which we perceive and therefore interact with these technologies. And I was thinking on Faraday, on the way he gave his opinion about spiritualism. When I took my phone and I asked Siri, but do you believe in spirits? And to this, Siri quite enigmatically answered, I don't believe that I have beliefs. Thank you very much for your attention. Thank you, Simone. Merci beaucoup, Simone. C'était passionnant. Euh, on- je vois que René, tu es arrivé. Tu es arrivé. Jean-Marc aussi. I don't know. Oui, alors merci Simonet de cette passionnante conférence vraiment qui fait des liens. Je peux m'exprimer en français, tu comprends bien le français. Bien sûr, bien sûr. Alors, cette passionnante conversation qui fait tellement le lien entre tous ces travaux. Je me rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu, Simonet, c'était à Blois, dans un colloque sur la magie, en 2015, si je me rappelle. Hein. Ça fait déjà presque une décennie. Ouais. Et toutes ces questions, avec ton livre d'ailleurs passionnant sur le spiritisme, je me rappelle très bien de tout ce qu'on avait parlé. Puis là, on se retrouve 10 ans plus tard avec ce propos et cette connexion qu'on fait avec cette ligne de recherche des arts trompeurs, hein, qui dure, et je remarque qui vient de se joindre à nous, qui dure depuis maintenant plus d'une décennie. Alors, j'ai absolument apprécié ce lien que tu fais, la manière que tu as abordé ce thème et que nous poursuivons, nous, dans le cadre de ce séminaire. La distinction que tu fais entre banal deception, strong deception, on l'a repris un peu depuis quelques années, nous, justement, en faisant une espèce de lien entre les arts trompeurs, hein, qu'on a joint avec l'écosystème socio-numérique, en disant que dans les arts trompeurs, comme tu nous l'as dit, la déception, elle est accueillie de façon positive. On la cherche, on la veut, on veut tromper, et c'est le plaisir du spectateur d'être trompé. Alors que dans l'écosystème socio-numérique, on a toutes les dérives qu'on connaît, et l'intelligence artificielle, évidemment, avec la dernière élection américaine, nous envoie de plein fouet ces dérives. Et donc, lorsque tu dis dans ta conclusion que navigating the boundary between strong deception and banal deception, c'est une question absolument centrale. Et donc, je dirais, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un processus de naturalisation de strong deception qui s'en va vers banal deception de plus en plus? L'élection américaine le démontre de façon absolument spectaculaire, d'une certaine façon, comment ce qui était conçu comme donc des illusions fortes à un certain moment, dans un contexte médiatique donné,
deviennent tellement banales on n'en voit plus les contours et ça cesse même d'être de l'ordre de l'illusion. Et c'est là où l'apparence d'intelligence dont nous parlait Turing devient une question brûlante actuellement. C'est mon commentaire. Est-ce que, donc, je ne sais pas si tu peux répondre. Merci beaucoup. C'est très joli de te revoir. Bien, ouais, yes. So, well, I also studied so this topic also beyond AI, and I would say that so I think, in my opinion, there are two processes that both contribute to each other. On the one side, there is the increasing automation of deception, yeah, which doesn't just have to do with so communicative AI such as ChatGPT and or Replica and so on, yeah. But it is something that we can see in other in more for instance, even in the design of digital platforms, yeah. Some have argued that actually, so for instance, social media platform, normalize deception in the sense that they conceal the work of exploiting privacy within itself, yeah, within the mechanism, the design of the mechanism, yeah. So they some have argued that they are such like a kind of scam in a huge scale, yeah. So like a normalized scam in a huge scale. And so this automation of deception is becoming more and more important. Yeah, you can choose elements of the design and the algorithm function of digital platforms and facilitate deception outcome. The second dimension is more to do with how people receive communication and how they incorporate them. Yeah. And this is the fact that so it is hard to just think of deception in binary terms, like people are deceived or they are not deceived. Yeah. What happens very often is that something happens that is more in between. Think, for instance, of the idea of authenticity. Like users of social media, so according to a lot of studies, they are aware of the fact that, for instance, influencers are not well, they are authentic in the same that they perform authenticity, but at the same time they participate in this, and they appreciate the fact that influencer give this impression of authenticity. Yeah, so it is something that it is much harder to understand as deception or not deception, but it's something that lies in between, so more in this banal sphere. Donc, Jean-Marc et puis Fabien après. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, Simone. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Et effectivement, ça nous ramène déjà à une conversation qu'on avait à Blois sur la magie et le spiritisme. J'ai deux petites deux remarques, en fait, des réflexions, mais des questions aussi en même temps. D'abord, je suis vraiment stimulé par ce double concept là de tromperie banale et tromperie forte que tu présentes pas comme une espèce de système de dichotomie, disons, mais comme un continuum qui peuvent se confondre, qui peuvent s'alimenter, se provoquer, se relancer, se transformer. Donc il y a toute cette dynamique qu'il faut garder à l'esprit parce que c'est complexe. Donc, on ne veut pas classer les choses simplement, mais tout ça interagit. Et je trouve important de dire que ce qui pourrait être une tromperie banale dans un contexte, dans une certaine conjoncture, devient une tromperie forte dans une autre et vice-versa. Donc, être très vigilant. Mais en fait, ta présentation me convainc encore davantage de la nécessité où nous sommes. Là, je parle du groupe Arcane. Et c'est
de retourner aux études de ce qu'on appelle la psychologie sociale et en particulier des interactionnistes comme Erving Goffman, par exemple, parce que il y a toujours de l'humain. Donc on a toujours une responsabilité. Peut-être que la tendance qu'on a en ce moment à l'égard de l'intelligence artificielle, c'est de percevoir l'intelligence artificielle en elle-même pour ce qu'elle est, alors qu'il y a toujours, on est toujours impliqué là-dedans. Et je me dis aussi que non seulement aller chercher du côté des interactionnistes, mais aussi aller chercher du côté en muséologie, dans les théories d'exposition. Parce que là aussi, évidemment, je parle du théâtre, mais dans les arts trompeurs, c'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup travaillé, ça, les expositions muséales. Mais il y a vraiment dans la muséologie actuelle, la nouvelle muséologie, une volonté de faire revivre des expériences en inventant des choses, en créant des choses. Donc il y a aussi un phénomène de tromperie qui serait de euh, la tromperie assumée et également acceptée. Enfin voilà, je te lance ça. Est-ce que Mhm. j'ai l'impression que c'est vraiment en phase avec ton discours, ce que je... Yeah. Absolutely, and so you're very right in citing Goffman and a lot of the social construction, also constructionist approaches. And so, I think what is interesting is also that we can see this even in work within computer science, yeah, especially in human-computer interaction. Like researchers, human-computer interaction are usually the ones who really take the so-called weirder approach, yeah, to computers, and they have so actually even in my research I showed that from the start of this discussion about interface and human computer interaction, even in the 60s, they already understood, of course, that it was important to understand how people react to the technology to create the human computer interaction technology that could work, yeah. And for this reason, yeah, like for the decades after, they took up frameworks and interpretive frames from the humanity, from social sciences, also, for instance, from theater, from performing arts, and so to understand how, for instance, a robot could perform so that it creates specific reactions in users or observers. Yeah. So yeah, what you say about museums again is important. I remember, for instance, reading a scholarship showing that um, uh, 3D avatars and virtual reality avatars in museums work if there is visual how do you call it, the visual touch, if the avatar is programmed to look in the eyes of the visitors, it creates a much more a greater effect. Yeah, and this is the process is learning things about the human, incorporating it into design so that it can achieve some effects. Alors, Fabien, donc tu voulais intervenir peut-être un petit commentaire sur la question de muséologie, hein. Ça nous ramène à la question des archives, beaucoup. Jusqu'à quel point pouvons-nous modifier l'histoire, hein? Puis on sait le danger autour de la modification de l'histoire. Alors, je pense à l'exemple du général de Gaulle que j'ai déjà donné dans le séminaire, hein, donc, on a recréé de toutes pièces un enregistrement du général de Gaulle qui n'existe pas, en lui donnant la facture de la réalité de l'archive, hein, la crédibilité de l'archive. Et c'était pour des fins muséales qu'on a fait ça. Donc, pour essayer de mettre en vie finalement les discours du général de Gaulle, mais en même temps, on crée une fausse archive en faisant ça. Excuse-moi, Fabien, je te passe la parole. On a créé une fausse archive en faisant ça, et là, on voit justement l'ampleur des dérives qu'il y a entre ce strong deception and banal deception. Et je voudrais aussi citer l'exemple de Dali au musée Dali, où on a repris les archives de Dali pour créer un personnage muséologique, en fait, pour valoriser les archives de Dali. Donc, on voit qu'il y a des cas positifs et, comme tu dis, c'est
c'est pas à trancher, hein, les lignes sont brouillées finalement, puis on se retrouve dans ce nuage ou dans ce brouillage actuellement. Donc, je vais passer la parole à Fabien. Peut-être tu pourras réagir, Simonet, après. Oui, Euh, oui, Fabien. Merci René. Oui, merci beaucoup Simonet. Moi, ma question a déjà, enfin René, tu as déjà posé la question que je voulais poser. Je vais la reformuler de sorte aussi à ce que je puisse faire une transition avec la présentation de Jonathan. Donc, c'était évidemment aussi un retour sur cette distinction que tu proposes entre la strong et la banale deception. Et comme le disait René, ça tend, la banale deception, comme tu l'as montré aussi très bien, s'attend effectivement à naturaliser l'intelligence artificielle, en tout cas le type de rapport qu'on peut avoir avec ces machines. Dans un précédent article avec René et Jean-Marc, on a proposé de parler non pas de suspension d'incrédulité, mais de suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire une situation de supercherie, de tromperie, où c'est plus en fait notre capacité à douter, l'incrédulité qui est suspendue, mais la possibilité même de cette suspension. Ce que tu as montré, Simonet, c'est qu'effectivement, la machine est intégralement pensée, développée, designée pour empêcher en quelque sorte ce déclenchement et comme ça nourrir ces logiques d'anthropomorphisation et une sorte de naturalisation de ces machines et des rapports qu'on a avec. Alors moi, ma question, c'est pour tirer la réflexion du côté un peu plus de l'économie politique, est-ce que la conséquence de cette banalisation de la tromperie, elle renforce pas en fait une forme de fétichisme de la marchandise, qui a comme conséquence, là aussi, de masquer et d'invisibiliser tout un tas d'étapes intermédiaires qui est mobilisé dans la confection, la fabrication et l'utilisation. Je parle là de l'extraction même des ressources nécessaires pour fabriquer ces machines-là, à tout le travail, tout le digital labor. Autrement dit, fabriquer un type de machine qui nous empêche par tous les moyens de considérer tout ce que ça présuppose en termes d'enjeux économiques, écologiques, d'enjeux sociaux. Alors, je voulais juste t'entendre un peu sur ce point-là éventuellement. Merci beaucoup. Ce sont beaucoup des intéressantes questions. Bien, première chose, well, this issue of the suspension of disbelief, I think is interesting. I think that one of the problems of this concept is that it is about suspension, yeah? So this idea that we suspend the disbelief, well, actually, so it's like we enter in the cinema and then we have these 2 hours where we suspend disbelief. But we know that actually people believe in a lot of very wild things, yeah? So this idea of suspension of disbelief took away all this fact that well, movies very often build on beliefs. So for instance, horror movies, they try to market themselves for the fact that they are historical characters, or that exorcism is really made by the Catholic Church and so on. Yeah, so it doesn't point to the idea of suspension. And the second thing is that, well, the question you said about this, yeah, of course, there is this dimension, and it's central that when we use a lot of these technologies, we don't know how they work. Well, in the case of large language models, even programmers have difficulties to understand what is happening, and so this means that we interpret, yeah, we make interpretations, and that much of what is going on can be concealed. And this applies to what happens for instance, with replica. I did research with another collaborator, another researcher, Iliana De Punti, with users of replica, and like many of them, like for instance, try to make sense of what happens. So we did research with people who had developed what they believed was a strong relationship with the bot, and
yeah, some of them they just think, well, this is just entertainment, yeah. So and I know what is going on, and it's not a really real society and so on. But others were more willing to say, well, I think that they might be developing something more like a conscience and so on, yeah. And this range of interpretation is possible because we don't have information on what is happening there. Yeah, we have just we can have some information, but we never know why it is talking about the past, or his past, her past experience or his past experience, and so on. Yeah. So in this sense, I think you are totally right. Merci. Alors, écoutez, je pense qu'on peut passer la parole maintenant à Jonathan Martineau. Donc, je vais laisser Fabien Oui, présenter Jonathan. Et puis ensuite, évidemment, comme on fait toujours dans notre séminaire, on pourra échanger à la fois avec Simonet et Jonathan, donc, sur toutes les questions qu'on vient d'aborder. Je te laisse la parole, Fabien. oui, merci. Alors, Jonathan Martineau est professeur adjoint au Liberal Arts College de l'Université de Concordia. Il est directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur le temps, la technologie et le capitalisme, CIRTTC. Il se spécialise en histoire des idées, en économie politique et en études de la technologie. Il est l'auteur, entre autres, de Time, Capitalism and Alienation et Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle, écrit avec Jonathan Durand-Folco. Sa présentation s'intitule Le capital algorithmique et le concept de temps loisir. Jonathan, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'accueillir dans votre super groupe. En fait, je suis très content de découvrir cet espace de réflexion. Merci Fabien de m'avoir invité là, à présenter et à venir vous rencontrer. Oui, j'avais pensé faire une présentation qui recouperait un peu certains aspects de la temporalité également, mais je vais peut-être toucher à ce sujet-là là, de façon complémentaire, mais je veux vraiment me concentrer sur peut-être des dynamiques économiques dans un premier temps, pour ensuite peut-être proposer quelques pistes de réflexion par rapport à la fonction économique du faux, si on veut, ou à la fonction économique de ce que Simonet nous a présenté, un peu comme la deception. J'ai beaucoup aimé ta présentation, Simonet, d'ailleurs. Je prenais des notes, là, et puis je trouvais ça vraiment très intéressant. Euh, Peut-être simplement pour débuter, vous présenter un peu l'approche que j'ai développée sur les questions d'IA et de technologie algorithmique avec mon collègue Jonathan Durand-Folco, donc le livre que Fabien mentionnait qui est paru l'an dernier, qu'en fait on est en train de retravailler pour une traduction en anglais qui apparaît l'année prochaine. Donc on est en train de faire une révision là, assez importante. Là. Comme vous savez, la littérature scientifique dans ce domaine-là évolue très, très rapidement. Donc, pour essayer d'avoir un ouvrage un peu plus à jour, on s'est replongé beaucoup dans plusieurs aspects du projet de recherche. Et notre hypothèse de départ, si on veut, c'est que le déferlement technologique contemporain, la montée de l'intelligence artificielle, la montée des technologies algorithmiques et leur présence grandissante dans plusieurs aspects de la vie sociale, de la vie des relations interpersonnelles également, et du monde économique. Pour nous, c'est impossible de comprendre cette montée-là, ce déferlement-là, sans examiner également les développements et les changements, les mutations dans le système capitaliste contemporain. Et inversement, on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment comprendre le fonctionnement du capitalisme contemporain aujourd'hui sans comprendre l'impact des technologies algorithmiques et de l'IA, leur impact économique et social également. Donc, c'est une espèce de point de départ, si on veut, de tenter de formuler une théorie critique de l'IA qui est inspirée par l'économie politique critique et hétérodoxe, mais également de formuler une théorie critique du capitalisme contemporain, donc pour voir les imbrications entre ces deux phénomènes. Et on arrive à une conclusion qui est un peu une provocation également pour susciter des discussions, susciter des débats, qui est celle que nous sommes entrés, en fait, dans une nouvelle phase du système capitaliste, une nouvelle phase historique, si on veut, du système capitaliste. Et je vais vous épargner l'histoire du capitalisme et de ses différents stades, simplement mentionner quelques éléments de transition, si on veut, pour ensuite me concentrer davantage sur la question de l'économie des données.
Le capitalisme, de notre point de vue, et on s'inspire de plusieurs auteurs et autrices critiques en économie politique, en fait, et le capitalisme, de notre point de vue, est un système historiquement qui combine sur le plan économique des formes d'exploitation du travail humain. Et là, vous allez tout de suite penser, j'imagine, aux théories classiques marxistes, par exemple, qui parlent d'exploitation du travail. Là. Donc, dans cette tradition-là, si on veut, il y a le concept d'exploitation qui est très important, mais il y a un autre aspect aussi, un autre concept important dans cette théorie critique du capitalisme, qui est celui d'extraction. Et ça, c'est un concept qu'on trouve chez Marx également par ailleurs, mais qui a été beaucoup plus développé dans les années récentes par des auteurs comme Nancy Fraser, comme David Harvey, par exemple. Et le capitalisme, dans toutes ces différentes phases dont je vous épargne la déclinaison, mais dans toutes ces différentes phases, on voit qu'il y a une imbrication, une interaction complexe entre des mécanismes d'exploitation du travail et des mécanismes d'extraction de ressources, d'extraction d'actifs, de nouveaux actifs financiers. En fait, l'extraction, c'est de marchandiser des actifs, en fait, de les intégrer dans les circuits d'accumulation du capital. Ce qui est nouveau, à notre avis, dans le capitalisme, ce n'est pas la fin de l'exploitation du travail, ce n'est pas non plus une sortie du capitalisme. Hein. On a vu aussi des thèses récemment qui parlent de techno-féodalisme, par exemple, une sortie post-capitaliste non souhaitable ou non heureuse vers quelque chose de peut-être encore pire, en fait, du côté du techno-fédéralisme. Nous, on croit que ce qui s'est transformé dans les dernières années, c'est l'entrée en scène économique, si on veut, de nouveaux mécanismes d'extraction et nommément de l'extraction des données. Donc, en fait, notre examen de la configuration du capitalisme commence avec ce constat, si on veut, où on identifie un nouveau mécanisme de création de valeur économique, de monétisation de nouveaux actifs, et ces actifs sont les données. C'est une transformation qui débute au début des années 2000 avec l'entreprise Google. On s'inspire beaucoup des travaux de Shoshana Zuboff sur ce point-là en particulier, même s'il y a beaucoup d'angles morts chez Zuboff, à notre avis. Et puis, on se rend compte qu'il y a un phénomène, une nouvelle façon de monétiser l'extraction des données et de transformer les données d'une part en marchandises. Donc, les entreprises peuvent utiliser les données pour produire des marchandises que Zuboff appelle des produits prédictifs, qui peuvent être vendus à des annonceurs, par exemple. Les données peuvent être des marchandises tout court aussi. Là. Il y a des marchés des données, du courtage en données, le data brokers, comme on appelle. Donc, les données acquièrent une valeur économique sur les marchés en tant que marchandises ou en tant que composantes qui peuvent présider à la production de produits et de services qui sont ensuite vendus à des clients. Donc, les données peuvent être des marchandises. Les données peuvent également former du capital maintenant et devenir ce qu'on appelle en théorie critique un capital constant ou un capital fixe, en fait. Et ça, c'est le phénomène où on voit l'extraction des données d'une part, qui est combinée avec des formes de travail digital. Fabien s'évoquait le travail digital tout à l'heure. Et la combinaison entre l'extraction de données et le travail digital permet de produire, par exemple, des algorithmes. Et les algorithmes peuvent devenir un capital constant pour des compagnies. Par exemple, l'algorithme de Uber lui permet de produire des trajets, donc des services. L'algorithme de Facebook lui permet d'organiser des fils d'actualité, etc. Donc, l'algorithme devient un moyen de production, en fait, utilisé par les entreprises afin de générer des marchandises, des produits, des services qui créent une valeur économique. Donc, en gros, notre argument sur le plan de l'économie politique, c'est que dans le nouveau stade de ce que nous, on appelle le capital algorithmique, il y a des nouvelles formes d'extraction qui viennent se combiner à l'exploitation du travail en général dans l'économie et des nouvelles formes de valorisation et de monétisation d'actifs qui font maintenant partie de ce que nous, on appelle l'accumulation du capital. Donc, c'est une thèse qu'on développe sur plusieurs pages dans le livre. Là, je vous donne les grandes lignes, en fait, de c'est quoi notre avis qui est nouveau, ce qui nous autorise à parler d'un nouveau stade du capitalisme. Et vous voyez l'importance de la donnée, de la valorisation de la donnée, et donc l'importance de mécanismes d'extraction des données. Et nous, on interprète le déferlement des interfaces, des réseaux sociaux, des techniques ou des applications, pardon, dans l'espace social, dans nos appareils connectés, mais aussi
panoplie d'objets connectés. On interprète ce déferlement-là de technologies algorithmiques comme le résultat d'un impératif économique qui est un impératif d'extraction de données. En fait, plus on a de données, plus on est capable d'en extraire, plus on est capable de jouer sur les marchés des données, jouer dans cette économie-là et accumuler de la richesse. Et on voit à partir des années autour de entre 2005 et 2015, de vastes changements dans l'économie où les entreprises qui sont en mesure ou qui pratiquent ce modèle d'affaires, si on veut, de valorisation des données, vont acquérir une place prédominante dans l'économie mondiale. Et une espèce de transfert, si on veut, de l'avant-garde du capitalisme mondial, du secteur financier, qui était dominant, à notre avis, dans le capitalisme néolibéral jusqu'en 2007-2008 et la grande crise, vers le secteur des hautes tech, qui, par toutes sortes d'une conjoncture historique et économique assez complexe que je vais pas passer en revue, mais qui acquiert une position enviable sur le plan de la capacité d'attirer des investissements, en fait. Et on voit, par exemple, sur le plan de la capitalisation boursière des entreprises au niveau mondial, un vaste changement de l'avant-garde et des plus grandes compagnies au monde. Juste avant la crise de 2007-2008, par exemple, le top 10 des compagnies en termes de capitalisation boursière dans le monde était composé de compagnies financières, de beaucoup de compagnies d'extraction d'énergie, ExxonMobil et tout ça. Et qu'on fait le même classement aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, en fait, et à notre avis, donc, dans la nouvelle phase capitaliste algorithmique, je pense qu'on est rendu à 8 des 10 plus grandes compagnies du monde qui sont des compagnies de tech. Et là, j'ai inclus NVIDIA, TSMC, bon, là, je les inclus dans cette catégorie-là avec les GAFAM, en fait. Et même si on avait fait si on faisait le classement en 2021, là, avant que le gouvernement chinois démantèle Simple, par exemple, Alibaba et Tencent en plusieurs entités différentes, le top 10 aurait eu les grandes compagnies du capital algorithmique chinois également. Donc, pour nous, il y a un changement important dans le capitalisme. Ça explique, à notre avis, la montée des GAFAM, ça explique le déferlement technologique, ça explique la compétition entre les grandes firmes technologiques pour développer des IA, pour développer des technologies algorithmiques. Ça explique la grande capacité d'investissement aussi, le pouvoir économique de ces compagnies qui se traduit aussi en pouvoir culturel, social, politique dorénavant. On a vu Elon Musk avec sa casquette Dark MAGA, donc la casquette noire. Il y a toutes sortes de choses à dire là-dessus, là, mais juste pour évoquer, en fait, la grande influence politique, qui était déjà le cas avant les élections américaines récentes, mais qui, à notre avis, risque de prendre une nouvelle forme dans la nouvelle administration. Donc, nouveau stade du capitalisme, surtout ce qu'il faut retenir, je pense à mon avis, c'est l'importance des mécanismes d'extraction des données. Et là, au départ, dans la présentation, je voulais décliner un peu comment ça se traduit dans l'expérience du temps de la population générale. J'avais fait des études, en fait, en utilisant les statistiques d'usage du temps. Donc, il y a le Time Use Survey aux États-Unis, il y a StatCan qui fait ça aussi, qui calcule en fait les emplois du temps des gens et qui fait des statistiques générales là-dessus. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que dans les études du temps, il y a des catégories qu'on hérite de l'histoire et de la modernité industrielle également, qui sont très, très statiques, et par exemple, temps de loisirs, temps de travail, qui sont des catégories de temporalité qui sont surtout définies par rapport à l'économie politique qui les soutient, c'est-à-dire que le temps de travail, c'est le temps passé employé par un employeur qui est rémunéré, bon, ça compte pour temps de travail. Temps de loisir, c'est le reste qui n'est pas passé, par exemple, dans un temps de production économique. Et ce qu'on voit avec le nouveau stade du capitalisme, à notre avis, c'est un brouillage quand même assez très important entre ces différentes catégories de temps social, où, par exemple, on voit la montée dans les statistiques d'usage du temps, on voit la montée de catégories comme celle du temps d'écran, par exemple, ou du temps passé connecté avec des médias, du temps passé en interaction avec des technologies algorithmiques ou des interfaces numériques, qui montent et qui débordent des catégories traditionnelles de temps. Donc, c'est-à-dire, on passe du temps autant au travail ou dans les loisirs
ou même le temps de sommeil dorénavant, qui est connecté à des médias, qui est connecté à des interfaces algorithmiques, qui est connecté aux médias sociaux, etc. Et donc, pour nous, ça implique une espèce de nécessité de repenser les catégories de temps dans leur fonction économique, au sens où dorénavant, étant donné que l'interaction avec les interfaces algorithmiques produisent des données qui participent de l'accumulation du capital, ben, on produit des données également dans notre temps de loisir quand on interagit avec des applications, même dans notre temps de sommeil, si on a un smart bed ou des applications, par exemple, qui mesurent le données. Et voilà, là, Mathieu, tu le dis, là, le sommeil comme dernier terrain capitaliste, ben, c'est ça. Il y a les smart beds maintenant, il y a des startups d'IA qui travaillent sur des implants neuronaux là, pour garder ton cerveau semi-éveillé quand on est endormi, pour pouvoir continuer à coder, là, des choses comme ça. Donc, il y a toutes sortes de trucs sur la colonisation du temps de sommeil également. Mais bon, le point général, c'est que le temps de l'expérience humaine, à l'époque de la connexion, de l'hyperconnexion, devient un temps qui est fondamentalement productif économiquement, au-delà du temps de travail rémunéré. Donc, il y a une production de valeur, une participation à la production de valeur par l'extraction des données qui déborde du temps de travail. Et nous, on questionne en fait je pense que les catégories sont encore pertinentes, mais je pense qu'il faut repenser aussi l'économie politique qui les sous-tend. Et ça, notre avis, je pense, de mon côté, le temps de loisir a longtemps été un temps de consommation. Ça, c'est pas nouveau. Donc, il y a une fonction économique là, de production de la demande, en fait. Mais du côté de la production de valeur économique dans les temps de loisirs, des temps qui ne sont pas rémunérés, là, il y a quelque chose qui se met à clocher un peu dans l'appareil conceptuel et théorie critique, si on veut, qui étudie le rapport entre le temps et la valeur. Donc, je parlais des GAFAM tout à l'heure, je parlais de compagnies qui sont en mesure d'accumuler des données, d'accumuler des algorithmes, de développer des technologies d'intelligence artificielle. Et je voudrais mentionner également que cette économie des données-là, donc cet impératif d'extraction, si on veut, déborde largement du secteur des hautes tech. C'est-à-dire que le secteur financier, par exemple, dorénavant, il y a une grande consolidation là, après la crise financière, le secteur financier. On a 3 grands gestionnaires d'actifs financiers maintenant au monde. C'est le fameux Big Three, le BlackRock, Vanguard. Et puis, ces compagnies-là utilisent des technologies algorithmiques dans leurs opérations. En fait, leurs opérations sont presque entièrement algorithmisées, là, pardonnez-moi le néologisme. Même chose dans le secteur agricole. Le secteur agricole est de plus en plus un secteur qui cherche à accumuler, d'extraire des données des procédures agricoles de façon à automatiser l'agriculture, par exemple, de façon à générer des données pour ensuite les revendre sur des marchés, développer des logiciels d'IA qui vont servir également dans le secteur agricole. Et là, je pourrais passer tous les secteurs un après l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que il y a une reformulation des stratégies économiques des entreprises qui veulent bien sûr toujours produire des produits et services et les vendre sur le marché, s'accaparer des parts de marché, mais il y a tout l'aspect de l'économie des données qui est entré dans les secteurs où les entreprises extraient des données également, développent des algorithmes, développent des logiciels de façon à automatiser la production, par exemple. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans le commerce, dans le secteur des services, etc. Et j'avais même mis quelques étudiants, des assistants de recherche au centre que je dirais de la Concordia, essayer de trouver des secteurs là, dans l'économie mondiale qui n'ont pas adopté l'économie des données ou ces impératifs d'extraction-là dans leur stratégie d'entreprise. On a beaucoup de difficultés à en trouver, en fait. Donc, c'est vraiment un phénomène ou un mode de valorisation qui s'est répandu bien au-delà du secteur technologique et qui maintenant fait partie du jeu d'accumulation du capital en général dans l'économie mondiale. Donc, la capacité d'extraction des données, la capacité de transformation de ces données-là en actifs économiques se déploie sur les marchés comme une forme de pouvoir, en fait, et permet à des compagnies qui sont en avance dans ces technologies-là d'être capables d'attirer des investissements, d'une part, par ce qu'on appelle, nous, le pouvoir économique algorithmique qu'elles ont accumulé,
Il y a des exemples, là, c'est un peu anecdotique, mais juste pour vous donner une idée, là, il y a des compagnies comme Uber, par exemple, la compagnie américaine Uber qui est mondiale, effectivement. C'est drôle parce qu'on regarde le classement, mettons, de Fortune 500, qui est le classement des plus grandes entreprises au monde, du magazine Fortune. Ben, Uber figure dans ce classement-là, là, je pense autour du 200e rang, quelque chose comme ça. C'est vraiment une très grande compagnie capitaliste. Mais Uber, c'est aussi une compagnie, quand on se met à regarder un peu ses chiffres, c'est une compagnie qui ne fait pas de profit. Et c'est quand même assez intéressant, là, du point de vue d'une théorie du capitalisme classique, si on veut, d'avoir des compagnies qui sont parmi les plus grandes du monde, mais qui ne font pas de profit. Uber, je pense, dans les 8 ou 9 dernières années, il y a une année de profitabilité. Toutes les autres années, c'est des années de perte. Et pourtant, Uber est une des compagnies les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Donc, ils ont une capacité d'attirer des investissements. Et comment Uber le fait? Ben, Uber a développé des algorithmes hyper puissants, un pouvoir économique algorithmique par l'extraction massive de données de tous les trajets que Uber effectue partout dans le monde, en fait. Uber est probablement la plus grande banque de données au monde. Produit des algorithmes hyper performants qui, à terme, sont vus comme étant en mesure de, de capable de monopoliser certains marchés dans certaines villes. Et ce pouvoir algorithmique économique-là donne à Uber la capacité d'attirer les investissements. Il y a l'anecdote célèbre en 2016 d'un meeting, une rencontre entre le président, directeur général de Uber et le prince saoudien Mohammed Ben Salman. Et puis, ils se rencontrent, la rencontre dure environ 3 heures, et au sortir de cette rencontre-là, le prince Salman dit que les fonds saoudiens vont investir 3 milliards dans Uber. Donc, ça a pris 3 heures. Donc, ça, c'est une capacité d'exercer du pouvoir sur le marché à cause de l'accumulation du capital algorithmique dans une entreprise comme Uber. Et on voit une espèce de découplage entre le pouvoir marchand, le pouvoir économique et la capacité de générer des profits, qui est très, très intéressante, en fait, et très, très compliquée à analyser sur le plan de la théorie critique du capitalisme. Mais pour nous, c'est quand même assez important de noter, là, il y a quand même des changements importants dans certaines dynamiques économiques historiques des économies de marché. Donc, je dois être rendu autour de 20 minutes. Je vais terminer avec trois idées, en fait, qui me sont venues là, vraiment ce matin, en fait, pour vous dire la vérité. J'essayais de trouver des manières de faire des liens avec les thèmes qui vous intéressent là, par rapport à la tromperie, par rapport au faux. Et j'essayais d'aller du côté peut-être de la fonction économique du faux, si on veut. La fonction économique de la tromperie. Et j'avais peut-être trois idées générales à partager. Et peut-être que ça va être un flop total ou peut-être que ça va susciter des discussions, des réflexions, on verra. Mais la première idée, ou la première, peut-être une première fonction économique du faux à laquelle on pourrait penser, j'allais du côté des fausses nouvelles, de la désinformation en contexte d'infodémie. Donc, c'est un concept avec lequel on a travaillé un petit peu dans le livre. Et il y a une fonction économique, en fait, qui est reconnue aux fausses nouvelles. Et je suis sûr qu'avec tous les experts qui sont ici, vous pourrez me corriger si je me trompe, mais je me rappelle d'avoir vu dans des études euh, des observations ou des mesures où on voyait que les fausses nouvelles, par exemple, ou des éléments de désinformation bien calibrés arrivaient à générer davantage d'attention, arrivaient à circuler plus vite, par exemple, sur les médias sociaux, à générer davantage d'engagement. Et on voit une fonction économique importante aussi où l'engagement est producteur de données. Donc, une des fonctions fondamentales, si on veut, d'un réseau social ou d'un écosystème algorithmique, c'est de générer de l'attention afin de générer des données sur les utilisateurs. Donc, il y a une fonction économique du faux ici. Et je me rappelle avoir vu quelques études là, qui allaient dans ce sens-là. Je ne suis pas au courant des derniers développements sur ce champ-là. Peut-être que vous êtes plus que moi, vous pourrez me amender là, ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir ici sur la valeur du faux dans la génération d'attention, dans la génération de données, si on veut. Une deuxième idée, c'est l'idée, et je veux revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la capacité
des grandes entreprises technologiques, les GAFAM, mais aussi tout l'écosystème des startups, là, et des licornes et des développeurs de programmes d'intelligence artificielle, leur capacité d'attirer des investissements. Et ça, c'est un phénomène quand même assez très important. On a vu une grande croissance du phénomène du venture capitalism, donc les investissements qui se font au départ dans des compagnies, dans des startups, avant que ces compagnies deviennent des compagnies publiques cotées en bourse, par exemple. Des investissements par ce qu'on appelle, je m'excuse, j'ai les termes anglais, là, le private equity funds, aussi, qui sont des fonctions très importantes dans le financement des compagnies d'IA, des compagnies algorithmiques, grandes et petites. Et il y a une espèce de phénomène culturel qui vient accompagner ça, qui est celui d'un hype ou d'un battage médiatique vraiment très important dans la manière dont les startups et les grandes entreprises présentent leurs technologies au public. Et dans ces présentations des technologies au public, il y a des promesses qui sont faites qui, à mon avis, relèvent de la tromperie et du faux. C'est-à-dire, bon, l'exemple typique, là, c'est Elon Musk qui, depuis 2010, à chaque 2 ans, dit, bon, on va avoir des véhicules autonomes chez Tesla dans 2 ans. 2 ans plus tard, il revient, dit, ben, dans 2 ans, on va avoir, là, on est rentré, ben, dans 5 ans, on va sur Mars. Donc, il y a une espèce de fonction ici du mensonge ou de l'amorce ou de la promesse, si on veut, qui est intéressante ici comme mécanisme de battage médiatique en fonction d'attirer des investissements qui sont réels, qui sont en espèces sonnantes et trébuchantes, mais qui sont canalisés, si on veut, par une espèce de discours public qui présente l'IA pour ce qu'elle n'est pas, en fait, ou qui présente une version de l'IA pour ce qu'elle n'est pas encore, qui présente une version des technologies algorithmiques comme largement inspirée de ce que Evgeny Morozov appelle le solutionniste technologique, c'est-à-dire on va régler tous les problèmes avec l'IA, donnez-nous de l'argent. Mais ça se pourrait aussi qu'on détruise le monde, donc donnez-nous de l'argent pour qu'on mette en place une IA responsable. Il y a effectivement des mécanismes, là, si on veut, de tromperie ou de faux, de manipulation, si on veut, qui ont à mon avis, une fonction économique importante dans l'accumulation du capital algorithmique. Et le troisième point, je vais revenir en fait sur ce que Fabien évoquait tout à l'heure, le caractère fétiche ou le fétichisme des algorithmes, qui est un concept qu'on développe dans notre livre, en fait, peut-être pas de manière là, complète et totale et exhaustive, mais c'est un concept qu'on utilise ici et là dans notre analyse. Et je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de millage à faire sur cette question du fétiche, sur cette question de l'algorithme, de l'interface algorithmique qui invisibilise une série de phénomènes sociaux, de phénomènes économiques également, par exemple l'exploitation du travail digital, par exemple une espèce de renversement un renversement ou une fausse conception des relations de pouvoir qui sont déployées dans ces mécanismes économiques. Par exemple, dans le livre, on explore un peu les Alexa, là, les Google Home, ce genre de technologie. Et puis, il y a toute une espèce de médiation technologique qui fait en sorte que les utilisateurs d'Alexa, en fait, se sentent en contrôle d'Alexa et utilisent Alexa comme un outil qui serait à leur service. Qu'en fait, quand on regarde la structure de l'économie politique de l'utilisation d'Alexa, c'est en fait Alexa qui utilise les utilisateurs et les espaces domestiques afin, bon, d'extraire des données, d'automatiser des processus de consommation, de faire ce qu'on appelle du market cornering, etc. Donc, il y a une espèce de renversement de la perception de la relation de pouvoir qui est intéressante avec l'interface technologique, avec la voix qui est d'Alexa, qui est respectueuse, qui s'excuse quand c'est quelque chose d'un peu croche. Il y a des études qui sortent sur la façon dont les gens traitent leurs assistants domestiques comme Alexa, en leur criant dessus, par exemple, et tout ça. Donc, il y a toute une espèce de dynamique dans la relation entre les utilisateurs, les interfaces qui participent
à mon avis, d'un fétichisme, en fait, d'un fétichisme d'avoir l'impression d'avoir le pouvoir alors qu'on l'a pas, mais qui invisibilise, en fait, toute une série d'opérations économiques, sociales, d'exploitation du travail, de délocalisation du travail digital dans les pays du Sud global, etc. Là, je pourrais continuer sur la question du travail, je ne le ferai pas, mais je pense que sur le plan du faux, de la tromperie, il y a quelque chose dans ces mécanismes-là également qui sera exploré, qui serait intéressant. Donc, je vais peut-être terminer ici là, pour la présentation, là, mais c'est ça que je voulais évoquer ce matin avec vous. Alors, un grand merci, Jonathan. C'était absolument passionnant de t'écouter. Je dois dire, j'ai lu aussi ton livre avec un immense intérêt. J'ai dévoré ce livre-là parce que je trouve qu'il a posé des questions de fond avec toute la profondeur d'analyse, hein. C'est quand même une brique, les thèses que vous développez. Donc, je pense, je l'ai dit, et peut-être, Gabriel, tu pourrais aller nous chercher l'image du livre en question là, pour nous le montrer, parce que vraiment, je le recommande. Donc, c'est la première chose, parce que je trouve que tu as posé justement dans ce livre un terrain, voilà, le capital algorithmique. Un livre absolument fondamental, à mon avis, un petit peu comme celui de Kate Crawford hein, sur le contre-atlas de l'intelligence artificielle, qui reprend toutes ces questions aussi de la matérialité de l'intelligence artificielle, comment les conséquences sont extrêmement matérielles. D'abord, au niveau de l'extraction des données, pas des données, mais de l'extraction des produits que ça implique, on le sait, des métaux rares, etc., jusqu'à ce que tu nous parles, donc, la conversion des données. Et on le sait que c'est vital, c'est ce qui a permis l'émergence du machine learning. D'ailleurs, le fait que les données sont suffisamment importantes pour qu'on puisse commencer à les exploiter. Et deuxièmement, que les technologies, NVIDIA et compagnie, permettent de le faire assez rapidement pour que ce capital soit exploité. Alors, on sait que dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'était bien avant 2019 que tout ça se préparait, mais c'est juste au moment où, du point de vue économique, hein, du point de vue capital, on arrive avec des machines capables de processer ces données et on arrive avec une quantité de données suffisante à cause justement de cette extraction de données à travers les réseaux sociaux qui permettent tout ça d'arriver. En machine learning, avec Instagram, avec etc. On sait où ces données sont prises. Alors, je pense que ton livre est un fondement très, très important pour la réflexion. J'arrive peut-être à une question. En fait, j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi ces liens que tu fais avec les puissances du faux, évidemment qu'on discute, nous, dans notre séminaire, qui est un point d'attraction, et toute la question de l'attention, hein, la monétisation de l'attention, on le sait, dans un contexte de surabondance d'informations, comment peut-on retenir l'intérêt? Et là, je vais t'amener sur le terrain que tu évoquais justement des dernières élections présidentielles qui vont faire certainement couler beaucoup d'encre parce qu'on en est justement à cette étape du capitalisme, hein, où la plus grande puissance économique du monde se trouve, avec Elon Musk en particulier, dans une situation, bon, premièrement, évidemment, d'immenses conflits d'intérêts, on le sait. On a une intervention de l'homme le plus riche du monde pour 200 millions de dollars à peu près, qui, à mon sens, est un ou des 1, 2, 3 plus gros facteurs importants. Et où est-ce qu'il a investi cet argent? Dans la désinformation, directement. On le sait à travers X, qui est devenu une autre machine de propagande avec Fox News. On sait que à cause de la méfiance des médias, il y a une partie de la population américaine qui ne regardera pas les CNN et tout ça, qui vont aller prendre leur information. Et c'était le facteur déterminant de cette élection, qui fait qu'un investissement, un petit investissement de 200 millions de la part d'Elon Musk, lui a rapporté 30 milliards de dollars le jour de l'élection. Alors, on peut pas, et on connaît les conséquences mondiales, les conséquences absolument, à mon avis, astronomiques qui vont bientôt s'en venir avec ça, avec Elon Musk qui va décider
qui est à la tête d'un ministère de l'efficience économique. Alors, je lance ceci en te demandant, peux-tu élaborer davantage ce que tu perçois? Évidemment, on est à chaud avec cette nouvelle réalité économique et politique qui se sont croisées. C'est une nouvelle réalité, on est à chaud. On n'a pas le temps de la réflexion, évidemment, mais j'aimerais t'entendre que tu développes un petit peu sur cette question-là de cette nouvelle donnée à la fois économique et politique. Oui, enchanté René, et merci beaucoup pour tes bons mots à propos du livre, là, c'est fort apprécié. Ouais, on a tous et toutes été soufflés un peu là, la semaine dernière avec ce qui s'est passé. De l'autre côté, c'est quand même drôle que tu évoques ça. Ce matin, j'étais dans une conférence avec Jonathan Durand-Folco hier. On a fait une présentation un peu sommaire de nos trucs et ensuite, toutes les questions étaient sur l'élection américaine. Donc, on voit qu'il y a vraiment un désir de réfléchir à chaud, de voir ce qui s'est passé. Et, bon, à mon avis, il y a beaucoup d'éléments qu'on a vus pendant la campagne et le soir des élections qui sont en parfaite continuité avec des processus, des dynamiques qui étaient mis en place depuis longtemps, notamment sur la communauté d'intérêt entre l'État fédéral américain et le capital algorithmique de Silicon Valley. C'est pas d'hier qu'il y a des partenariats importants qui ont d'une part mené au développement scientifique important de technologies algorithmiques et d'IA. Il y a toujours eu un espèce de partenariat, par exemple, avec le Pentagone ou avec des agences du fédéral également. Donc, cette communauté-là d'intérêt n'est pas d'hier. On avait vu beaucoup de rapprochements entre le capital de la Silicon Valley et l'administration Obama, par exemple, au temps d'Eric Schmidt, de Google et tout ça. Il y avait des portes tournantes, en fait, entre certaines agences américaines de réglementation et les grandes entreprises. Ce qu'on voit, à notre avis, en fait, c'est ce que Jonathan Durand-Folco disait hier, c'est comme dans les scénarios possibles du rapport entre État et capital algorithmique, on se dirige vers le pire des scénarios qui était possible d'arriver. C'est-à-dire que là, je vais utiliser un grand mot, là, mais je pense que c'est un mot qui va peut-être devenir de plus en plus populaire, celui du technofascisme. Donc, c'est-à-dire une combinaison entre les intérêts de surveillance, les intérêts militaires d'États dominants, des intérêts de pouvoir de réel politique, si on veut, de contrôle des États dominants dans la géopolitique internationale, mais sur leur propre population également. Une montée des autoritarismes qui est concomitante, qui est parallèle à cette affirmation de pouvoir, d'une part, et d'autre part, les intérêts du capital algorithmique qui sont, en fait, et qui peuvent devenir assez rapidement de prendre la place de l'État fédéral dans l'administration d'une tonne de processus et de programmes. Et je pense que la présence d'Elon Musk au nouveau département dont tu faisais mention, René, qui s'appelle ironiquement le Doge, là, il y a une espèce de signal ou de symbole du fameux Dogecoin là, de Elon Musk. Bon, d'une part, on peut s'indigner. Là, Elon Musk n'a aucune compétence sur ces questions-là, évidemment. Il n'y a aucun rapport là du tout. Mais en fait, moi, ce que je vois dans ce partenariat-là, c'est peut-être Elon Musk comme le fer de lance ou le porte-parole d'un certain type de capital algorithmique qui va venir profiter du démantèlement des services publics de l'État pour offrir ces services-là, mais version privatisée. Donc, Amazon et toutes ces compagnies-là vont venir prendre le relais d'un État qui est plus capable d'accomplir ses fonctions. Donc, une privatisation, si on veut, mais avec une porte d'entrée pour le capital algorithmique pour solutionner les problèmes des inefficiences de l'État, en fait. Donc, une plus grande place du capital algorithmique et des technologies algorithmiques et d'IA dans l'administration publique également. Et ça, c'est en continuité avec des tendances qu'on voit depuis une dizaine d'années aux États-Unis, au Canada également. Donc, je ne suis pas surpris. Ça a juste l'air un peu d'un coup vers l'avant, d'une espèce de moment de bascule peut-être où ça devient dominante. Et je pense qu'il faut être inquiet, en fait. Il faut être inquiet parce qu'on voit très bien que alors qu'autour des années 2010, le capital algorithmique, la Silicon Valley, le pouvoir politique et économique qui est accumulé dans ces cercles-là
tendait davantage à être politiquement, si on veut, dans une culture davantage progressiste, plus proche de Obama, plus proche du Parti démocrate, maintenant complètement viré. Ben, pas complètement en fait, mais en large partie viré à droite, voire l'extrême droite. Et je pense qu'on voit une communauté d'intérêt qui était auparavant peut-être un peu plus lousse, là, pardonnez-moi l'expression un peu colloquiale, mais un peu plus lousse, qui se resserre ici en des montées d'autoritarisme et le côté, euh, le côté autoritaire, si on veut, des technologies algorithmiques qui vient servir, si on veut, cette accumulation de pouvoir dans certains cercles. Je pense que c'est vrai aux États-Unis. Je pense que ça l'est depuis un certain moment en Russie également. Je pense que la symbiose entre l'État chinois, le Parti communiste chinois, le capital algorithmique chinois est aussi une espèce de modèle vers lequel peut-être les États-Unis se dirigent dorénavant. Donc, je pense qu'on pourra peut-être rétrospectivement voir les élections américaines comme une espèce de point de bascule, une espèce de cristallisation de certaines tendances qui étaient là, mais qui prennent une direction décidément plus vers la droite et l'autoritarisme. Oui, absolument, absolument, avec des conséquences évidemment qu'on va observer certainement prochainement. J'aimerais peut-être mettre donc en dialogue, il y a Fabien, oui, tu as une question peut-être aussi, après ta question Fabien, mettre en dialogue ce que tu nous as dit, Jonathan, ces questions qui sont absolument brûlantes d'actualité, et ce que Simonie nous a raconté aussi de toute cette histoire de la médiation, hein. On est dans aussi toutes les questions de comment les médiations sont en train de basculer de façon importante. Et je ramène un thème qu'on a beaucoup discuté au cours de notre séminaire, hein, le fameux dividende du menteur, qui a été, je ne sais pas si tu connais ce texte que je trouve absolument clé de Chester et Citron, un texte qui date de 2018, hein, et où ce sont deux avocats américains, donc qui ont regardé ce qui se passe dans l'espace, évidemment informationnel, et qui nous ont dit, ben, cette fameuse frontière entre le vrai et le faux, donc qui est brouillée et tout ça, ça donne ce qu'ils ont appelé la formule, le dividende du menteur. Donc, dans un espace où il est de plus en plus difficile de distinguer ce qui est vrai ou faux, une fausse image, hein. Moi, je pense à Donald Trump qui disait, il montrait les foules de Kamala Harris en disant « c'est tout produit par de l'intelligence artificielle ». Donc, il amène peut-être que c'est vrai ce qu'il dit, hein? Et puis, il y avait une autre image où on voyait Taylor Swift avec des pancartes de soutien de Trump. Donc, il y a ce brouillage, et puis il y a une catégorie quand même, je veux pas... peut-être que je vais jeter un pavé, comme on dit, mais la catégorie des lecteurs qui supportent Trump, on le sait, c'est des gens qui sont moins éduqués. Je lance peut-être un pavé, hein, en disant qu'il y a question d'éducation. Alors, ces gens qui sont peut-être plus influençables parce que moins formés à l'esprit critique, etc., mais c'est eux qui sont rentrés là-dedans. Alors, si on monte deux foules et puis il y en a une qui est vraie et l'autre fausse, quelle est la fausse? Et dans ça, il y a eu une inversion. Et c'est ce fameux dividende du menteur qui est en train d'être opérationnalisé de façon économique, de façon capitaliste, pour faire gagner aux élections quelqu'un comme Donald Trump, hein. Alors, moi, je vois cette idée du dividende du menteur qui s'est manifestée de façon spectaculaire dans les dernières élections. La parole à Fabien, puis ensuite Jean-Marc qui a une question. Oui, juste René, je nuancerai ce point sur la tromperie et le dividende du menteur. Il y a aussi une corrélation qui montre très bien que la performance spectaculaire de Trump a été constatée dans certaines zones aux États-Unis marquées par une grande précarisation, pauvreté, un accès difficile aux services publics sans cesse privatisés. Donc il y a aussi tout un électorat qui a été délaissé par, on va dire, les démocrates. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je voulais tenter, en fait, de faire dialoguer, Simonet et Jonathan, vos présentations, qui se complètent bien parce que, Simonet, tu es parti
Tu nous as offert une compréhension de la tromperie à partir notamment du dispositif de l'intelligence artificielle. Et Jonathan, en fait, tu l'as inscrit dans une compréhension plus globale des tensions et des dynamiques longues du développement du capitalisme. Euh, t'as- tu nous as montré effectivement que les grandes plateformes, les GAFAM, elles s'appuient sur un modèle d'affaires qui cherche clairement à transformer les données personnelles produites massivement à partir d'une multiplicité de dispositifs. Donc transformer ces données personnelles en actifs intangibles qui sont valorisés dans 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 la sphère financière. Donc, c'est un contexte de financiarisation que tu montres très bien. Et qu'en fait, ces GAFAM, elles développent tout un tas de stratégies donc, pour s'approprier, bon, plutôt parler de survaleur, qui proviennent d'autres secteurs de la production en fait, qui débordent même de leur propre domaine. Donc c'est vraiment une logique d'accumulation rentière. Et c'est en cela que je voulais revenir sur ce point-là, j'imagine que c'est un argument que vous avez eu beaucoup un contre-argument que vous avez beaucoup entendu à l'égard de vos thèses et de vos réflexions sur la nouveauté en fait de ce processus-là, si on prend par exemple l'économie politique qui s'est intéressée justement à l'influence de la cybernétique ou même des travaux de Hayek, qui est lui-même très inspiré de Herbert Simon sur la rationalité limitée. Cette logique en fait de prédation, en fait du contrôle même de l'accès aux connaissances, elle est en quelque sorte assez ancienne, mais effectivement, du fait du développement des technologies et du fait aussi du développement de l'intelligence artificielle, il y a quelque chose là qui relève effectivement comment dirais-je, de la nouveauté. Mais en même temps, c'est ça. Je voulais vraiment revenir sur cette idée de révolution un peu, qui m'apparaît être une forme de concrétisation. Il y a, ça, je pense qu'on en avait parlé quand Jonathan, tu avais présenté au colloque Enjeu, sur le fait que on a comme dépassé enfin, voilà, le sujet néolibéral pour parler d'un nouveau type de sujet qui est entièrement dataïfié. Donc il y a vraiment cette idée de transformation radicale, alors que m'apparaît que c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais plutôt c'est une forme de réalisation en fait de la logique néolibérale qui fonctionne essentiellement à travers de la production la production de data, la production d'informations. Ce que justement Alain Supiot parle, lui, il parle très bien de la gouvernance par les nombres. Autrement dit, c'est là où je m'autoriserais à faire ce rapprochement avec Simone, avec la présentation de Simonet, entre le strong deception et le banal deception. Est-ce qu'il n'y a pas, dans les discours visant à montrer la révolution de l'IA, il n'y a pas, au niveau de ces discours-là, une volonté de fabriquer ce côté strong, ce côté spectaculaire, alors qu'en fait, c'est plutôt quelque chose d'assez banal. C'est une sorte de réalisation, de concrétisation d'un phénomène beaucoup plus ancien. Moi, je le pense, par exemple, je terminerai là-dessus. Je travaille sur ce que je proposais, moi, d'appeler, mais il y en a d'autres qui l'utilisent aussi, l'idée d'interpellation algorithmique. Et là, je fais une analyse comparative. Donc, l'interpellation algorithmique, comment on est interpellé et positionné en tant que sujet par l'IA. Et j'ai travaillé avec quelques étudiants sur, on va dire, les Google Home, Alexa, on va dire ce qui est d'histoire ancienne, où on a effectivement on est interpellé en tant que sujet en position de domination, la dialectique du maître et de l'esclave que tu avais présenté, esquissé dans ta réponse, Jonathan, tout à l'heure, mais avec la strong deception présentée par Simonet on va dire, de l'IA générative. Et donc là, on analyse là, avec les étudiants cette transformation. Le sujet, il y a une sorte de renversement. Le sujet est, moi j'appelle ça le sujet déficient en m'appuyant sur les travaux de Barbara Stigler. C'est un sujet déficient qui pue du tout adapté en fait à la complexité du système dans lequel dans lequel il s'inscrit. Mais c'est pas non plus une nouveauté. C'est une continuité en fait. Cette idée de sujet déficient, on la trouve déjà chez Herbert Simon, qui a développé ce concept de rationalité limitée, qui a développé une pensée du management
qui a influencé justement ces systèmes experts. Bon, peut-être que je m'égare un peu, mais autrement dit, t'entendre, Jonathan, sur la nouveauté radicale ou finalement une sorte de continuité d'un processus déjà beaucoup plus ancien, mais qui tend à devenir spectaculaire et à produire ces strong deception. Voilà ma question. À la fois pour Simonet et puis pour Jonathan, en fait. Oui. Well, bien. Je commence. Yeah, je crois que c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé votre présentation, Jonathan. Et, et ça souligne l'importance de connecter aussi les micro et macro, les niveaux micro et macro. Parce que, bien, vraiment choses qui sont à l'intérieur, qui sont banales, qui sont à l'intérieur des designs, des interactions plus petites, plus micro avec ces technologies, se propagent dans une logique plus macro, de niveau macro et plus général. Et, bien, comme Jonathan a bien souligné sur le capitalisme algorithmique. Donc, je crois que ça, c'est un grand challenge, un grand qu'on va voir dans les prochaines années, c'est de connecter ces deux niveaux parce que bien, aussi il y a plus et plus d'opacité dans les niveaux micro, et pas seulement parce qu'on ne sait pas comment sont des black box, on ne sait pas comment ils marchent, mais aussi parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il passe, par exemple, dans les réseaux sociaux des users, individual users. C'est difficile de suivre ce que par exemple, la propagande politique fait dans le niveau micro et qu'il, les connexions avec les mécanismes algorithmiques. Euh, donc, c'est difficile, mais c'est beaucoup important. Et bien, ouais, pour ça, façon, j'ai trouvé aussi qu'il y a beaucoup de connexions entre le travail que j'ai présenté et les perspectives très intéressantes de Jonathan. Merci. Je ne sais pas si tu as un commentaire. Jonathan, évidemment, je vois le temps passer. Là, il nous reste environ une dizaine de minutes. Et puis, Jean-Marc aussi qui veut intervenir. Donc, peut-être rapidement, Jonathan, une réplique à ce que Fabien nous a présenté et Simonet, assez bref. Et puis ensuite, on voit l'intervention de Jean-Marc. Parfait, oui, oui, ben, très brièvement, ben, merci Fabien pour ton commentaire, ta question, ta raison. C'est des choses qui sont très sujettes à débat, à conversation dans ce qu'on a proposé. Brièvement, je répondrais que l'accent qu'on veut mettre n'est pas tant sur les données, l'extraction des données ou l'information comme telle. Je pense que là, si on faisait ça, on serait clairement dans le terrain qui s'identifie, qui est celui de la continuité. Notre accent est davantage sur l'algorithme et l'algorithmique, et c'est là, à notre avis, qu'il y a un point de bascule. L'algorithme qui devient une forme de médiation sociale importante, l'algorithme qui devient un enjeu de compétition économique entre les entreprises, une façon de modifier les comportements dans la société, une nouvelle forme de pouvoir également. On parle de gouvernementalité algorithmique également, mais d'automatisation de systèmes d'oppression préexistants également dans des machines, l'automation de la production aussi par des processus algorithmiques, la montée du travail digital. Donc, pour nous, c'est vraiment l'algorithme qui vient quand
qu'on met le focus davantage là-dessus, à notre avis, il y a un point de bascule qui est plus facilement identifiable de rupture, mais qui signifie pas un oubli complet. Là, on relègue le précédent dans les poubelles de l'histoire du tout. Il y a des éléments de continuité très, très importants qui restent également. Je ne rentrerai pas dans les détails là, pour faire les listes, là, mais oui, je pense que le focus sur l'algorithme nous autorise, si on veut, à faire cet argument-là de façon un petit peu plus poussée, si on veut. Alors, oui, merci. Donc, je vais passer la parole à Jean-Marc. Oui, oui, je vais peut-être avoir un petit problème technique. Je suis à l'UQAM sur Eduroam, là, puis c'est instable, donc je vais peut-être disparaître. Merci beaucoup des deux présentations. Merci, Jonathan. Moi aussi, je tiens à dire à quel point votre livre là, a été éclairant là, et stimulant. C'est vraiment un livre important. Alors, ce que je veux dire est peut-être déconnecté ou naïf, mais euh, c'est ma question portait sur les données, mais elle porte aussi sur l'algorithme après l'intervention que vous venez de faire. En fait, il me semble que il y a données et données. Enfin, c'est un peu ce que je veux dire, parce que nous, là, du champ des sciences humaines, par exemple, l'équipe avec laquelle je travaille, moi, on a travaillé pendant 2 ans à un projet de visant à pérenniser par exemple, des archives, des données d'archives, à les rendre interopérables, à les rendre surtout décelables, repérables, etc. Donc, corriger les oublis de l'histoire en justement faisant de l'extraction de données. Mais on fait ça vraiment dans l'esprit de donner des choix, d'offrir plus d'informations, etc. Donc, je me demande si, et nous, on utilise le mot données. Moi, les informaticiens avec lesquels j'ai travaillé sur ces projets-là, ils utilisent le mot données. On utilise nous aussi le mot données et métadonnées, mais clairement, ça ne parle pas des mêmes données. Je ne crois pas en tout cas. Et alors ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est, alors, en fait, ça revient à une question de fond qu'on a. C'est pas l'algorithme le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait. Alors peut-être revenir sur cette petite question sur les données. Est-ce que c'est un terme trop général? C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on l'utilise mal? Il y a trop d'acceptions. Et puis peut-être un petit commentaire sur l'algorithme. Parce que moi, les algorithmes qu'on essayait de développer, nous, c'était vraiment pas pour... enfin, on faisait de l'extraction, mais c'était pour la connaissance générale, quoi. Pour développer une littératie, disons. Oui, absolument. Ben, c'est sûr que quand on adopte une lunette d'analyse avantage économique, on va se pencher sur la fonction économique des données qui est très différente de la fonction que les données peuvent avoir dans les projets de recherche, par exemple, ou même les données accumulées à l'Institut de la statistique du Québec ou au ministère de la Santé, tout ça. Ce sont toutes des données, mais il y a des façons différentes de traiter les données, il y a des façons différentes d'annoter les données également. Et ce qu'on voit dans le contexte des GAFAM, c'est un phénomène d'extraction massive des données de façon à entraîner des algorithmes. Et ces algorithmes-là ont des fonctions ou ont des aspirations d'avoir des fonctions économiques. Donc, effectivement, je pense que les algorithmes ne sont pas en soi des mécanismes ou qui sont nécessairement des mécanismes qui sont reliés à la logique du capitalisme. Donc, on pourrait très bien penser une société post-capitaliste, par exemple, ce qu'on fait un petit peu à la fin du livre, où des algorithmes pourraient jouer un rôle complètement différent. Les algorithmes, en fait, c'est une série d'opérations en fonction d'automatiser un processus de décision, de production, d'arriver à un résultat, une prédiction. Donc, cette technologie-là n'est pas en soi une technologie capitaliste ou une technologie d'extraction, d'exploitation, de monétisation de la valeur. Et jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'au début des années 2000, les algorithmes existaient. Il y a des algorithmes depuis longtemps. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. C'est juste qu'il n'y avait pas de façon d'automatiser les algorithmes dans des logiciels informatiques et de les faire performer certaines fonctions d'optimisation de processus dans les mécanismes d'accumulation économique.
Donc, c'est ça qui change, en fait. C'est que les algorithmes acquièrent cette fonction économique et là, on en voit partout, on les développe. Il y a des investissements majeurs pour développer ces technologies-là, mais ne sont pas en soi des technologies qui sont capitalistes, par exemple. Donc, je pense que c'est important de le noter. Là, à notre avis, il ne faut pas tomber de l'autre côté non plus et penser que la technologie est neutre et dépend nécessairement de l'usage qu'on en fait. Je pense que la technologie est toujours imbriquée dans des conditions économiques et et sociales d'utilisation. Donc, elle n'est jamais neutre, en fait, mais elle peut servir d'autres intérêts. Elle peut être changée, transformée et servir d'autres intérêts, dépendant qui la contrôle. Et c'est pourquoi nous, on fait un appel, en fait, à un contrôle démocratique et collectif des technologies plutôt que de laisser les technologies sous contrôle de quelques acteurs du marché. Il y a cette inversion aussi. En fait, ce que tu pointes aussi, c'est le fait que à quoi servent ces données pour les capitaliser? Ces données sont de la production dans les loisirs, par exemple, d'un travail gratuit qui est exploité pour le rendre rentable financièrement, hein, c'est ça. Alors, toutes ces petites mains qui donnent ces informations qui sont ensuite récupérées. Donc, c'est le point, c'est la quantité des données. Et elles servent à quoi ces données? Elles servent, c'est des données d'entraînement, on le sait, hein. C'est ces données qui vont servir aux machines à pouvoir produire par la suite, par exemple, l'étiquetage des chats dans une base de données. Je prends quelque chose de tout à fait inoffensif, mais on va utiliser finalement tous les chats produits par les internautes de façon tout à fait gratuite pour entraîner ces modèles à peu de frais, finalement, dans le fond. Donc, en utilisant ces informations qui semblent au départ extrêmement inoffensives, moi, ça me fascine un petit peu comment ces données, justement, sont des gestes gratuits, de gratuité dans l'espace des loisirs. Tu disais maintenant, j'ai hâte de voir comment on va exploiter le sommeil, la dernière frontière de l'irrationalité qui nous reste, peut-être. Et donc, comment ces données qui sont produites gratuitement par des milliers, des milliers et des milliers de gens vont être ensuite exploitées financièrement. Alors, je vais laisser peut-être mon commentaire parce qu'on arrive au bout de la séance d'aujourd'hui. Une séance que je trouve absolument passionnante. Je pense que notre choix des deux intervenants a été particulièrement fécond cette fois pour présenter ce sujet dans deux axes qui se répondent. Donc, une historisation par Simonet, hein, de ce phénomène qui existe depuis, c'est l'histoire des médias finalement que tu as traversé, Simonet, à travers la déception, les études du 19e siècle, le spiritisme, etc., qui nous amènent aujourd'hui, et cette figure de l'économie mondiale actuellement qui est en train de basculer, ou en tout cas qui est dans sa nouvelle phase, on peut le dire, hein. Alors, donc, j'aimerais remercier vraiment très fortement nos deux invités et vous annoncer rapidement donc que la prochaine séance, on va voir aussi deux invités que je considère comme remarquables. Donc, Marcello Vitali Rossetti qui va, évidemment, comme toujours, parce que Marcello aime bien nous dérouter un petit peu, mais l'intelligence est forcément artificielle. Il n'y a pas d'intelligence qui ne soit pas artificielle, c'est son point de vue. Peur déplacée et danger ignoré. Donc, ça va être certainement assez passionnant, provocateur, comme nous connaissons tous Marcello. Et ensuite, il y a Yves Gingras également, qui est à l'UQAM. On n'a pas le titre là pour l'instant, mais Yves Gingras, donc, que je connais aussi depuis très longtemps, c'est un historien des sciences. Alors, il va certainement, je pense, interroger la question de la vérité comme elle se pose dans l'histoire des sciences et où cette question est rendue. Donc, je présume un petit peu de son propos, mais je vous invite tous, évidemment, à nous rejoindre la semaine prochaine si la chose vous intéresse. Donc, merci encore une fois beaucoup. Simonet, Jonathan, c'était absolument passionnant et vous connaissez le groupe Arcane, donc voilà, on est bien heureux de vous avoir accueillis et je vous invite à participer à nos débats futurs. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super agréable. Merci Oui. beaucoup. Au revoir à tous, merci. Parfait. Au revoir, à bientôt.